Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Helm. Dans cette 10e vidéo dédiée à Helm, on va s'intéresser à comment s'initier à la création d'une charte, avec notamment la structure de cette charte et comment créer son squelette tout simplement. Donc vous allez voir, c'est assez simple, c'est quelques étapes tout simplement. Alors l'objectif donc du coup, ça va être de découvrir la structure d'une charte, on verra ensuite au fur et à mesure comment on peut l'élaborer, quels sont les petits outils qui vont être utilisés, comment on fait du templating, etc. etc. Alors, une charte, déjà, pour résumer ce que c'est quoi? C'est des templates, donc des templates de ressources Kubernetes, donc ça peut être des ingress, ça peut être des services, des déploiements, des pods même éventuellement, ça peut être des config maps pour les settings, ça peut être des secrets par exemple ou d'autres éléments. Et donc une charte c'est aussi composé donc de values, notamment d'un fichier qui décrit les values, on va voir le values.yaml qui définit donc les valeurs par défaut de notre charte. Et puis également, vous allez voir que c'est composé aussi de pas mal de métadata, on va rentrer petit à petit dans ces éléments. À ne pas confondre cette charte avec une release. Une charte en gros c'est quoi? C'est comme si on avait une classe quelque part et derrière la release c'est le fait d'instancier, donc d'utiliser cette charte pour faire un déploiement, donc un déploiement orchestré d'un ensemble de choses, et puis potentiellement on peut en réaliser plusieurs, on verra vraiment au fur et à mesure, on va découvrir de plus en plus l'intérêt de Helm. Alors comment on crée un squelette? Tout simplement en utilisant la commande helm create, donc si on tape helm, je tabule, create, et là je vais taper xavkey par exemple pour créer une charte qui va s'appeler xavkey. Et là, vous voyez, hop, ça y est, il m'a fait le nécessaire. Dans mon répertoire, désormais, j'ai un répertoire qui s'appelle xavkey. Si je fais un tree dessus, hop, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve une structure très simple, vous voyez, sans trop de profondeur finalement, pas trop étalée, et avec des fichiers qui servent simplement de trame pour commencer à travailler, des choses qu'on retrouve un petit peu couramment. On va voir que nous, dans la prochaine vidéo, on va partir vraiment de quelque chose encore plus simple que ça, le but étant vraiment de s'initier avec des notions fortes pour bien comprendre l'intérêt de Helm, et notamment la capacité à factoriser les choses, etc. Alors, donc si on parcourt cette arborescence au fur et à mesure, qu'est-ce que l'on a? Donc on a notre fichier chart.yaml, donc avec un C majuscule, très important, hein. Donc là, ce qui est important de rappeler, c'est dans cette structure, les points YML sont à éviter à tout prix, parce que généralement ça pose des problèmes au niveau de Helm. Alors je sais pas si ça a évolué ou pas, mais en tout cas c'est point YML vraiment. Et puis bien respecter la syntaxe, donc avec le C majuscule qu'on retrouve notamment sur chart, et le values avec un S à la fin, très très important. Donc le chart.yml, si on regarde dedans, hop, on va se mettre comme ceci, hop. Donc dans chart.yml, on retrouve quoi? Ça va être vraiment les métadatas de notre charte, c'est-à-dire donc d'une part sur quelle API on va être capable de fonctionner, donc l'API V2 de Helm. On va retrouver le nom de la charte en question, xavkey, et puis une description qui est donc là à titre d'information simplement, et là c'est vraiment à nous de compléter. Vous voyez qu'il y a tout un tas de commentaires qui sont passés, hein, c'est du format YAML, donc des commentaires qui sont définis. Ensuite on a un type ici qui peut être soit de type application, donc là c'est vraiment des déploiements classiques comme on connaît, comme on a vu du WordPress, ces choses là, ou sinon on a un type qui est library. Le type library c'est quoi? C'est quand on va avoir des ressources, on va créer une charte dédiée à la création de ressources, généralement pour d'autres chartes. Ça va être un petit peu comme des fonctions qu'on va partager ou des librairies applicatives tout simplement. Ensuite, on retrouve deux types de versions très importants. On les a déjà vus jusqu'ici, mais là, ça prend encore plus d'ampleur, quoi. Il faut bien comprendre ce que c'est pour pouvoir travailler comme il faut. Donc, d'une part, on a la version de la charte elle-même. Donc là, c'est ce qu'on appelle la version tout court, toute simple. Et donc là, vous voyez que par défaut, il nous propose de commencer à 0.10, donc 3 digits simplement. Et puis à côté, on a le app version qui, lui, comme son nom l'indique, c'est la version de l'applicatif. Donc en fait, quand votre charte déploie un applicatif, c'est là où il est de bon ton de le mettre. Donc quand on avait notre charte
WordPress, eh bien c'était la version de notre WordPress 5.7.0 par exemple, etc. Donc bien distinguer les deux, sachant que du coup on a la version de l'applicatif qui elle peut ne pas forcément évoluer, mais pour autant on peut avoir une version de la chart qui va évoluer, c'est-à-dire qu'on va le voir, on peut très bien déployer une version d'applicatif. Prenons, je sais pas, le WordPress 5.7.0 qu'on prend, on le fixe, eh bien on va pouvoir faire évoluer la structure de templating autour de tout ça, des valeurs, etc. Et du coup on va faire augmenter le numéro de version qui est ici, ce qui va nous permettre derrière d'avoir un suivi un petit peu de ce qu'on a déployé ou pas. Donc ça c'est le premier élément, donc c'est le chart.yaml, très très important. Ensuite, on a le values.yaml qui lui est aussi très important. Il permet de définir des valeurs, donc comme son nom l'indique, donc de values, donc de Helm, donc les valeurs des variables. Et donc on retrouve ici, c'est pareil, une trame qui est remplie par défaut. Vous avez vu qu'on a fait un create, donc en gros c'est le template minimum de base. Tous ces éléments-là, c'est fourni à titre d'indication, et ça vous permet du coup d'emblée de voir qu'on peut déclarer du hint, on peut déclarer des listes, on peut déclarer des maps, on peut déclarer des strings aussi. Voilà, on a différents types possibles de déclarations. Là, c'est des éléments qui sont repris et qui vont avec les templates qui sont fournis par défaut quand on fait le create. On n'est pas du tout obligé. Vous allez voir que nous, on va supprimer dans la prochaine vidéo, quand on va faire notre démo, on va supprimer l'intégralité. On veut repartir vraiment de quelque chose de clean. Et voilà. Donc ça, c'est pour le values.yaml, donc un autre fichier très très important, et c'est ces valeurs qui fixent les valeurs par défaut de notre chart, et c'est ces valeurs qui sont écrasées quand on passe un -7 dans la ligne de commande en install ou en upgrade, et c'est aussi ce qui est écrasé quand on passe le -values avec un fichier de values.yaml qui s'appelle pas forcément non plus values. Éventuellement, on peut avoir aussi un autre fichier présent dans notre dépôt dans notre répertoire de chart, le values.schema.json, qui lui permet d'avoir des values, mais cette fois-ci déclarées en format JSON et pas en format YAML. Ensuite, on a un répertoire. Donc là, tous ces éléments là, donc ce qui est indispensable, obligatoire, c'est le chart.yaml. Lui, votre chart ne pourra pas être déployé si vous ne l'avez pas. Le values.yaml, lui, n'est pas obligatoire, puisqu'en fait, ce sont des valeurs par défaut. Donc, on peut estimer que potentiellement l'utilisateur va le faire. Il est quand même de très bon ton de le faire. Pourquoi? Parce que quand généralement un utilisateur qui ne connaît pas très bien ce que vous faites dans votre chart, ou en tout cas les variables qu'il va pouvoir modifier, eh bien son premier réflexe, ça va être toujours d'aller dans le values.yaml pour retrouver les choses. En tout cas, moi je le fais tout le temps, et beaucoup de personnes le font, ce qui est assez logique en soi. Même si la documentation n'est pas exceptionnelle, ça permet d'avoir rapidement des informations utiles. Hop là, on va revenir. Donc ensuite on a le chart, le répertoire charts qui lui aussi est non obligatoire. Alors lui il permet, donc là il est par défaut il est vide, donc si je vais dans Xavki charts, et lui il permet tout simplement d'ajouter des charts, des dépendances avec des charts, des dépendances à d'autres charts. Et il est construit selon l'utilisation via un fichier chart.log. On reviendra certainement plus tard sur cet élément-là. Ensuite, bien sûr, on a le README qui est un petit peu un classique, un indispensable. Alors, lui aussi est non obligatoire, mais bien sûr, il est plutôt de bon ton, surtout que les charts Helm ont quand même une logique où il faut rentrer dans la conception dans le mode de conception du créateur de la charte ou des créateurs de la charte, et du coup un README va permettre de beaucoup mieux rentrer dans les choses. Généralement on va y lister les values en y définissant les valeurs par défaut, les types de variables dont il s'agit, des exemples d'utilisation, l'objectif de la charte, etc., etc. Ensuite, on a le license qui lui est vraiment non obligatoire et qu'on ne retrouve pas si souvent que ça finalement. C'est là où vous allez bien sûr pouvoir déclarer la licence que vous voulez apposer à votre chart. On a aussi le Helm ignore qui n'est pas toujours utilisé, et en fait ça va permettre tout simplement de lister les fichiers comme un git ignore, de lister les fichiers non pris en compte par la chart. Ça bien sûr aussi c'est non obligatoire. On a
le répertoire, on va dire, principal, qui est le répertoire templates dans notre chart. Donc on le retrouve ici, hein, vous voyez, ce répertoire template qui est composé de deux fichiers .yml, d'un fichier par défaut TPL, donc de templating, et un fichier node.txt. Donc on va revenir sur tous ces éléments-là. On a tous les fichiers donc qui sont en .yml. Généralement, c'est quoi? Ce sont quasi strictement que des ressources dédiées, des ressources Kubernetes tout simplement. Et donc on va retrouver par exemple ici les déploiements, un HPA, donc un horizontal pod autoscaling, un ingress, un service et service account. Alors ça ne veut pas dire un seul de ces outils-là, on va le voir dans la prochaine vidéo. Potentiellement on peut faire des boucles à l'intérieur de ces fichiers pour pouvoir faire en sorte que par exemple un déploiement ici, grâce à une boucle, on va pouvoir créer plusieurs déploiements grâce à son template de déploiement. Donc là, c'est vraiment, il ne faut pas se fixer et se dire, tiens, bon, ça c'est un seul déploiement. Non, potentiellement, ça peut être, si on a un WordPress par exemple, on pourrait très bien imaginer avoir un déploiement qui va faire à la fois le MySQL, à la fois le WordPress. C'est un peu plus compliqué à élaborer, mais c'est possible. Donc là, voilà, donc les fichiers, c'est du templating en format Go. On va rentrer petit à petit dans ce détail-là. On verra au fur et à mesure les choses. Ensuite, on a le node.txt. Alors, il est très facile à comprendre. Si vous vous souvenez, lors des précédentes vidéos, on avait fait des déploiements de nos WordPress et à l'output, quand on faisait un install ou un upgrade, eh bien, on avait une sortie à l'écran récapitulatif qui nous disait voilà, le WordPress il est joignable à tel port, tel IP, avec tel password, etc. Eh bien c'est le node.txt qui permet de faire ça, et vous voyez que lui aussi, même si c'est un .txt, c'est un fichier template en Go qui va venir récapituler les choses. Donc si vous avez quelque chose finalement à rendre en output une fois que l'installation a été faite, à rendre à votre utilisateur, c'est grâce à ce node.txt que vous pouvez le faire. C'est ce qui va être vraiment rendu en sortie finale à l'utilisateur de la charte. Ensuite, on a quoi? On a les helpers.tpl. Alors, c'est un peu tôt pour en parler. Ça va être des éléments qui vont permettre de faire des précalculs sur les variables, de manipuler les variables et d'éviter de rajouter des surcouches on va dire, de calcul ou de choses un petit peu compliquées dans les fichiers de template qui, déjà, de par eux-mêmes, peuvent se complexifier un petit peu, mais il faut quand même les garder relativement lisibles. Et du coup, le helpers va permettre de rajouter une petite couche d'abstraction qui va permettre de simplifier certaines choses. Donc ça, c'est assez pratique et on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On a le répertoire test aussi qui permet de configurer des éléments de test de notre charte pour voir si ça s'est bien déroulé, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.